les gros enjeux, comme je disais, c'est la partie business et sportive. La partie business, c'est quoi? C'est toute l'expérience digitale autour des loges, toutes les personnes, les supporters. La stack data du coup de l'OM, c'est sur un socle globalement AWS. Donc Amazon S3, Redshift, DBT pour la partie transformation, modeling de la data. Les demandes qui viennent du sportif prennent souvent le pas sur toutes nos autres demandes. Ça peut être pour de l'analyse de performance, pour donner des conseils stratégiques potentiellement à l'entraîneur. Ça peut être des conseils en recrutement, pour recruter des bons joueurs. Aujourd'hui, je reçois Jessie, qui est l'ex-Head of Data et Digital de l'OM, l'Olympique de Marseille, le club de foot emblématique que tout le monde connaît. Aujourd'hui, Jessie va nous expliquer comment il s'est retrouvé déjà à ce poste de rêve, quels sont les chantiers d'un club de foot en data, comment ils sont organisés, quel stack ils ont mis en place. Je suis curieux de voir si on retrouve un peu les mêmes codes que dans des boîtes plus traditionnelles, on va dire. Et puis surtout, sur quel projet ils travaillent au quotidien. Hello Jessie, ça va ? Ça va très bien et toi ? Super, écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Vous connaissez DBT ? Probablement si vous écoutez le podcast. C'est l'outil qui a été le plus cité. On en a parlé avec Blablacar, Doctolib, mais aussi des plus grosses boîtes comme Decathlon. DBT accélère les initiatives data en permettant au profil data de créer et partager facilement toutes les données de l'entreprise. J'ai reçu Jérémy, qui est Principal Product Manager chez eux, sur le podcast. On a parlé de la genèse de DBT, de ce qui fait son succès et des tendances clés du marché. C'est l'épisode 179. Je vous le recommande si vous souhaitez mieux comprendre DBT. Le lien est en description. Un immense merci à DBT Labs de sponsoriser DataGel. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur l'OM déjà, je me rends pas forcément compte en fait dans quelle catégorie de boîte on les met. Est-ce que c'est une grosse boîte, une plus petite boîte? Je dirais que c'est plutôt une boîte comme une PME. Il faut savoir qu'il y a 300 personnes au club, en comptant les gens du sportif, en comptant les joueurs. Et donc ça reste une petite entreprise. Et pourtant la marque, elle est immense, puisque du coup il y a la résonance internationale et même nationale qui est très ancrée. Donc en fait, c'est relativement peu de personnes par rapport à l'immense population qu'il y a en France. Il y a une base de 25 millions de personnes identifiées Qui sont des fans. Qui sont des fans, ouais, une fanbase de 25 millions de personnes. Donc c'est vraiment immense pour au final assez peu de personnes. Donc dans cette organisation, après, on va retrouver la DSI qui compte uniquement, donc sur les 300 personnes, ça représente juste 30 personnes. Et c'est le service auquel j'appartenais. Excellent. Et comment toi, tu t'es retrouvé Head of Data et Digital à l'OM ? Je disais au début, c'est un peu, je pense, le job de rêve pour tous les passionnés de foot. Alors, je ne suis pas passionné de foot à la base, je suis surtout passionné de sport. Je ne m'étais jamais imaginé que je travaillerais à l'Olympique de Marseille. Je suis diplômé d'une école d'ingénieur en 2012. J'ai commencé à faire du dev, donc ingénieur études et développement, à développer des sites web et des applications mobiles pour des grands comptes. Et ensuite, j'ai rejoint Voyage Privé. J'ai commencé à prendre du management et à être tech lead. Je suis resté 3 ans, puis ensuite Airbus, où là j'étais en charge de la partie technique autour de l'innovation du coup de Airbus Hélicoptère à Marseille. Et enfin, j'ai rejoint l'Olympique de Marseille en 2021 et j'y suis resté 3 ans. Ah ok, ouais, donc tu vois, pas forcément un cursus très brandé sport, quoi. J'aurais cru que peut-être il y aura un espèce de filtre, si tu connais pas tous les buts de l'OM depuis 10 ans, tu peux pas rentrer. Enfin, tu sais, qu'ils cherchaient des gens un peu passionnés, mais en fait, pas nécessairement, quoi. Non, et j'aimerais dire aussi que c'est peut-être pas forcément ce qui est attendu d'être supporter. Parce que des fois, il faut savoir prendre des décisions qui sont un peu fortes et qui vont peut-être à l'inverse de ce que les supporters aimeraient. Donc il faut aussi savoir faire la part des choses. Donc soit on est supporter, mais en même temps on arrive à prendre suffisamment de recul pour prendre des décisions, ou alors on n'y arrive pas, mais dans ce cas-là, on n'a pas sa place au club. Ok, et du coup, en termes de chantier, qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi la data dans un club de foot ? Bah, c'est une très bonne question. Il y a 2 pans. Il y a le pan business et le pan sportif. Moi, au digital, je suis responsable de tout le périmètre digital, hormis les réseaux sociaux, donc qui appartient plutôt au service communication. Et moi, je suis plus responsable du coup de cette partie-là. Donc ça va être tous les sites internet, les applications mobiles et la data qui est générée. La data qui est générée par tout un tas de choses, par nos applicatifs, mais aussi par les solutions qu'on utilise autour. Donc les gros enjeux, comme je disais, c'est la partie business et sportive. La partie business, c'est la plus importante. C'est celle sur laquelle on va travailler pour réfléchir, penser le périmètre B2B et B2C. Donc le B2B, c'est quoi? C'est toute l'expérience digitale autour des loges. Par exemple, les personnes qui viennent aux loges dans le stade. Et l'expérience B2C, ce sont toutes les personnes, les supporters, en fait, quels qu'ils soient. Et en fait, l'idée, c'est de réussir à
à construire un écosystème autour de ça. Et toute la donnée qui va être générée par nos sites et nos applications, donc cette data, cette fameuse data, après, le but, c'est de lui donner un sens, de la travailler, de la normaliser et de la redistribuer pour le business. Deux gros enjeux, un enjeu analytics, à travers de la BI, et un enjeu marketing automation pour nos équipes promo. Ça, c'est pas très compliqué en soi, et c'est très simple, mais l'idée, c'est que derrière, il y a d'innombrables complexités, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a 3 métiers différents au sein du club. On a à la fois un site journalistique, un site de merchandising et un site de billetterie. Donc 3 univers, Ok. à consolider. Donc ça, c'est côté business, en fait, c'est un peu les 3 modèles, business que vous avez, quoi. Le site journalistique, je sais pas, c'est peut-être, de la pub, en fait, vous faites des partenariats parce que, bah, vous avez une image de marque forte et des contenus qui sont hyper, intéressants, quoi. La billetterie, c'est tout simplement remplir le stade pendant les matchs. Enfin, tout simplement, je dis pas que c'est facile, mais c'est pour que les gens se visualisent, ça. Et le troisième, la boutique en ligne. Donc là, ça va être les maillots, tous les produits dérivés autour du club, et cetera. Exactement. C'est l'intégralité du chiffre d'affaires du club? Le chiffre d'affaires est représenté par ces 3 gros aspects, surtout boutique en ligne et ticketing, donc c'est la Excellent. billetterie. Et donc après, tu parlais aussi plutôt des chantiers sportifs. Donc là, c'est là que, éventuellement, en tout cas, si tu es passionné de foot, tu vas avoir des projets plus exotiques, un peu différents par rapport à ce qu'on va retrouver, on va dire, dans la data, dans des boîtes plus classiques. Tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. C'est pas la majorité de nos demandes, des besoins qu'on peut en avoir en interne, mais ça va être des demandes qui sont hyper critiques. Parce que généralement, les demandes qui viennent du sportif prennent souvent le pas sur toutes nos autres demandes. Donc c'est un gros travail de priorisation qu'on a de notre côté pour réussir à faire que cette demande puisse être traitée avant les demandes business. Et parmi ces demandes un peu sportives, on retrouve plein de styles de travaux qui sont menés. Ça peut être pour de l'analyse de performance, pour donner des conseils stratégiques potentiellement à l'entraîneur, à l'équipe, suivant leurs demandes et ce dont ils ont besoin. Ça peut être des conseils en recrutement, pour recruter des bons joueurs, des joueurs qui ont une petite cote, mais qui peuvent être achetés puis revendus à un prix intéressant. Ça peut être tout ce genre de choses. Et on a même des sujets avec le juridique, où il y a des sujets, parfois la data peut aider à la décision sur certaines actions. Je sais pas si tu as le droit de partager des cas, concrets, peut-être pas des cas présents, mais tu peux peut-être nous donner des illustrations avec des cas, du passé, je me rends pas compte. Mais quand tu dis, par exemple, une demande sur un axe stratégique, c'est par exemple l'entraîneur, il y a un match à venir, il va vous demander, quoi? D'aller cruncher de la donnée, pour faire une reco sur, la stratégie à adopter sur le terrain, carrément? Alors, je vais donner des exemples un peu fictifs, mais pas trop, mais pour bien se rendre compte du type de demande que ça peut être. Ça peut être en effet l'entraîneur ou même le staff médical qui vont chercher à savoir quelle est la forme des joueurs actuellement et quels vont être leurs meilleurs placements à tels endroits, ou à quel moment du match par rapport à leur niveau d'intensité physique, il faut qu'ils lèvent peut-être un petit peu le pied. Donc en fait, ça va être de l'analyse stratégique à travers tout le match pour donner des conseils et s'adapter aux formes de chacun. Le brief, ça peut être quoi? Ça peut être: «On a besoin d'un joueur, à tel, poste». Vous allez identifier, faire une shortlist, vous allez regarder leurs caractéristiques, voir si ça fit bien avec l'équipe et travailler avec, aussi, encore une fois, l'entraîneur, enfin, ceux qui ont peut-être la connaissance approfondie du foot, pour travailler une étude en ce sens, quoi. Sur ce genre de choses, nous, on n'a pas l'expertise sportive puisqu'il y a des talents au club là-dessus, dont c'est leur métier, et qui sont spécialisés. Donc en fait, on est juste preneur du besoin, et généralement le besoin c'est, on a besoin de ça, et donc on a besoin que vous ressortiez cette information, cette data-là, et donc nous on le fait. On n'est pas trop dans le challenge, contrairement à la partie business, où dans la partie business on peut davantage être force de proposition, alors que côté sportif c'est plus compliqué, et on Mmh. préfère laisser cette expertise aux personnes du sportif. Oui, tu vas pas commencer à vouloir être, prendre une décision à la place de Non. l'entraîneur. Et c'est marrant parce que ça, c'est un enjeu qu'on retrouve souvent, je trouve, dans la data et en fonction des boîtes d'ailleurs, tu vois des convictions différentes entre est-ce que l'analyse doit devenir expert, doit être complètement intégré dans les équipes métiers. Tu vois, donc dans votre cas, ce serait carrément, l'équipe avec l'entraîneur et cetera, enfin le staff autour de l'équipe et au bout d'un moment avoir, bah, l'expertise de prendre la décision parce que c'est lui qui finalement aura le plus de visibilité sur le knowledge et cetera et de vraiment devenir quelqu'un du métier. Ou est-ce que la data est vraiment là en support et là pour apporter les outils, pour apporter des éclairages, mais c'est toujours le métier qui prend la décision et tu vois vraiment des convictions opposées parfois en fonction des boîtes. Mais là, c'est vrai que dans le cadre du foot, bon, c'est compliqué quand même de devenir expert à ce point sur quelque chose d'aussi pointu que comment t'entraînes un professionnel, quoi. Enfin, Exactement. Nous, notre métier, il est plus business, il est beaucoup moins sportif. Tu parlais aussi un peu du ratio entre ces 2 chantiers ou ces 2 catégories de chantiers. Aujourd'hui, en tant qu'équipe ou à l'échelle peut-être d'une personne, si c'est plus simple, toi, d'un profil qui serait analyste, dans ton équipe,
Comment ça se répartit? Ça va être, du coup, plutôt, 80 côté business, 20 côté sportif ou? C'est en effet à peu près le ratio. Alors ça dépend beaucoup des périodes, puisque du coup, dans un club de foot, on est beaucoup contraint sur la saisonnalité, puisque du coup, une saison commence en juillet et finit en juin, donc on raisonne tout le temps en saison. Et après, les périodes de mercato sont généralement plus intenses que le reste de l'année, suivant les périodes, suivant les compétitions, etc. Mais généralement, c'est ça, c'est du 80-20. Dans l'année, on peut tomber à du 99-1, mais globalement, c'est du 81. Et pourquoi, tu dis que les demandes sportives vont toujours prendre le pas sur les demandes business? C'est quoi? Ça vient d'en haut, c'est en mode on reste un club de foot, donc la performance du club sera plus importante que n'importe quelle priorité, de revenus? Enfin, c'est juste une conviction qui vient du top? Ça vient beaucoup du président du club, qui inspire une forte valeur sportive, de forts attentes sportives, et c'est très important pour lui de travailler cet aspect-là. Je pense que par le passé, l'OM a été plus une entreprise et moins un club de foot. Puis avec l'arrivée du coup des nouveaux dirigeants, ça a beaucoup changé. Donc ça a remis le sportif au centre. C'est pour ça aussi que beaucoup de choses qu'on doit faire au quotidien, donc c'est la direction qui nous dit tout simplement, ce projet-là est beaucoup plus important que tout le reste. Et généralement, c'est toutes les demandes sportives qui arrivent, c'est celles qu'on doit traiter en premier. C'est prio, quoi. Et on parlait une seconde de l'équipe, comment vous êtes organisés? Tu disais une trentaine à la DSI. Ouais. Que peut-être tu nous dises combien vous êtes du coup à la data et un peu comment se répartissent les rôles pour voir si on retrouve, nos petits par rapport à une équipe data, qu'on voit un peu souvent sur le podcast. À la DSI, c'est environ 30 personnes, comme je disais. Et dans l'équipe data et digital que je manageais, c'est une dizaine de personnes. Donc sur le périmètre que j'ai décrit tout à l'heure. Et la partie data, ça représente la moitié de cet effectif. Donc on a 5 personnes. On a un product manager qui, dans l'équipe data, supervise cette équipe pour des raisons historiques. Et au sein même de cette équipe, on va retrouver des data analysts, des data scientists et un lead data engineer. Il n'y a pas vraiment de périmètre dans le sens où un data analyst, ça lui arrive de faire de la data science, voire même de la data ing. Donc ça fluctue souvent suivant les demandes. Il faut savoir être un couteau suisse. OK. Oui, ce qui est assez courant dans les petites équipes. Et si on passe une seconde sur la stack, j'aime souvent demander, parce qu'on me passe, un peu l'overview, la high level design comme on dit, de la stack, donc le schéma un peu avec les grandes briques, depuis l'ingestion, le data warehouse, tu vois, jusqu'à l'exposition. Tu peux nous la faire en 30 secondes, 1 minute? La stack data du coup de l'OM a été construite il y a quelques années, donc c'est sur un socle globalement AWS. Donc aujourd'hui, le socle fonctionne sur des technologies AWS telles que Amazon S3, Redshift, et le principal outil qui est utilisé notamment ce sont les lambdas, puisque sur toute la partie ingestion, on n'a pas forcément d'outils. C'est des choses qui sont faites aujourd'hui de manière semi-manuelle, entre guillemets, en tout cas par du code maintenu par l'équipe data. Aujourd'hui, on ingère une vingtaine de sources différentes qui proviennent de tout un tas d'autres acteurs, de solutions qu'on utilise. Et à partir du moment où ces données sont ingérées dans notre warehouse, donc dans Redshift, là où on intervient, c'est sur la modélisation de la donnée. On utilise du coup DBT pour la partie transformation, modeling de la data. Donc nos équipes vont travailler sur ces parties-là pour justement après réussir à construire les modèles dans un but de marketing automation et de BI. Et côté visualisation, vous utilisez quoi? Côté visualisation, on utilise Microsoft, donc Microsoft Power BI, puisqu'on est sur une suite Microsoft Office en interne. Et aussi à noter qu'on utilise iTouch, donc outil de reverse ETL, qui n'est pas exclusivement fait pour ça, mais on l'utilise et il fonctionne très bien. Du coup, pour après venir mettre nos données dans des outils tels que du Power BI après, ça peut être par exemple, ou bien du Splio, puisque côté marketing automation, on utilise du Splio. Donc là, c'est pour, par exemple, ensuite faire des campagnes, marketing, pour aller adresser votre base justement, sur les enjeux, merchandising, billetterie et cetera, quoi. Ça permet de faire, ouais, des segmentations poussées et cetera. Bah, justement, tu nous parleras, d'un peu juste après, mais au final, je me rends compte que c'est une stack, vachement moderne qui ressemble à ce qu'on écoute. Parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre sur cet aspect-là. Et donc toi, tu dirais, par rapport à tes autres expériences et ta vision du marché, que du coup, l'OM, finalement, c'est une entreprise mature en termes de data. Et est-ce que c'est représentatif de ce qui se passe dans les autres clubs de foot? Je sais pas si tu as un peu de visibilité là-dessus, c'est intéressant d'avoir des Bien sûr. insights. Côté club de foot, en fait, il faut savoir qu'on n'est pas vraiment concurrent, puisqu'un supporter de l'OM ne deviendra jamais un supporter du PSG et vice-versa. Donc en fait, on échange beaucoup entre nous. Alors on se rend facilement compte de ce qu'ils font et on se donne même des bonnes pratiques et on voit où est-ce qu'on est bon et moins bon. On travaille aussi avec de nombreux autres clubs sportifs, que ce soit en France ou à l'étranger.
On a rencontré Tottenham, Valence, donc ça permet aussi de challenger sur la partie data. Et donc du coup, l'OM, c'est une entreprise qui est très forte d'un point de vue data, de ma vision, par rapport à d'autres clubs de foot. Le PSG, c'est un effectif, il faut savoir, qui est 2 fois plus important que l'OM. Donc quand je disais que l'OM, c'est 300 personnes, le PSG, c'est 600 personnes, avec du coup des contraintes différentes qui sont plus des contraintes d'une grosse boîte. Mais à l'OM, du coup, avec 300 personnes et avec 5 personnes à la data, on a réussi à faire des choses qui sont quand même assez fortes. Et ça vient quand même beaucoup du CTO du club, qui est un ancien data ing et qui a construit en fait toute cette stack AWS et qui a beaucoup amené au club. Et il y a aussi beaucoup de clubs qui cherchent à comprendre comment fonctionne l'OM et comment l'OM a réussi à construire cette stack et cette vision côté data. Peut être intéressant qu'on rentre dans un projet que vous avez pu mener grâce à cette stack et grâce à ce qui a été mis en place. Tu peux nous illustrer un projet que vous avez mis en place pour qu'on comprenne un peu l'impact de la data sur le business de l'OM dans un cas concret? L'un des projets les plus importants d'un point de vue data qu'on a eu à mener ces dernières années, c'est réussir à avoir une vision 360 d'un utilisateur, d'un supporter. Comme je l'ai dit, l'OM, c'est principalement 3 métiers différents, voire plus, mais 3 métiers business principaux. Journalistique, donc médias, merchandising et billetterie. Et donc réussir à unifier, réunir ces 3 métiers-là dans un même data warehouse, c'est là où était tout l'enjeu et toute la complexité, puisqu'il faut créer des modèles qui soient cohérents, consistants, qui soient aussi pérennes dans le temps. Donc hyper important de travailler cette vision et de réussir après à la redistribuer du coup à nos équipes en interne pour réussir à la manipuler. Donc ça a été le principal enjeu côté club, il a été à ce niveau-là. Donc là, c'est sur la couche un peu plus technique, de centraliser la donnée, de finalement l'unifier pour être capable de retrouver tous les points de données que vous êtes capable d'avoir finalement, mais ramener, réconcilier à l'échelle d'un supporter. Et ça, on le disait un petit peu plus tôt, mais ça va permettre de mieux personnaliser les communications que vous pouvez leur faire, soit autour du contenu, soit autour de campagnes plus marketing, sur de la billetterie, sur le merchandising. Un exemple, ça va être quoi? Ça va être par exemple une campagne qui part en CRM avec une segmentation particulière. Je sais pas si tu peux nous illustrer même à un niveau aussi micro, mais ça permet de se rendre compte. Ça va être très micro bien évidemment, mais un exemple concret que j'aime prendre, et qu'on n'était pas capable de faire il y a 3 ans et qu'on a réussi à construire, c'est tout simplement un supporter achète un billet, savoir identifier cette personne, qu'elle remonte dans le marketing automation et de pouvoir lui envoyer un email pour lui vendre une écharpe pour qu'il puisse venir au prochain match. Ça va être ce genre de choses, ou alors inversement, une personne qui achète une écharpe, ça va être de lui proposer de venir la montrer au prochain match, donc en lui vendant un billet, en lui proposant des offres sur des billets. C'est des cas d'usage très simples, mais qui est vraiment du cross-sell pour faciliter l'expérience cross-univers. Oui, en fait, c'est utiliser l'information qui est rentrée par un canal dans l'activation d'un autre canal. Ça paraît tout bête, mais c'est pas si simple et ça a demandé toute cette architecture sous-jacente. Si on prend un peu de recul maintenant sur toute cette expérience que tu as eue chez eux, et c'est un peu l'occasion aussi de tourner la page, vu que là tu pars Bien sûr. vers une nouvelle aventure, en disant en intro que tu étais l'ex-Head of Data et Digital de l'OM. Quel a été, tu dirais, le plus gros challenge que vous avez rencontré là sur les dernières années, ou que toi, plus personnellement, tu as ressenti? Le plus gros challenge auquel on a été confronté, c'est la structuration de cette équipe data et digital. Quand je suis arrivé, il y avait personne à la data à part le CTO qui était lui-même data ing, mais qui était devenu des CTO, donc il n'y avait plus personne qui pouvait réellement s'en occuper. La première étape quand je suis arrivé, c'était de construire cette équipe. Quand je suis arrivé, dans mon équipe, il y avait 2 personnes, et il a fallu vite scaler en recrutant des product managers, des personnes d'un point de vue data, et donc de donner une consistance à tout ça et définir une roadmap produit au club. Là où le club n'avait pas spécialement de roadmap, il a fallu rencontrer les différents services, comprendre leurs besoins, analyser leurs attentes et construire avec eux la roadmap pour les 3 années à venir. Donc c'est quelque chose qu'on a fait en commun avec les différents services, avec la direction. Donc on avait construit une roadmap qui a été présentée à la direction, qu'on a challengé et sur laquelle on a avancé. Donc ça a été un énorme enjeu. Et après, s'en est découlé tous les projets data et expérience B2B et B2C derrière. Et donc maintenant, si on flash forward à l'autre bout du spectre, quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe data à l'OM? Donc dans les prochaines étapes pour le club, je pense qu'il va être très important de réussir à consolider tout le travail qui a été fait et définir une vision produit, et une vision produit autour de la data. Aujourd'hui,
on a construit des choses, mais l'idée, ça va être de réussir à faire que ça perdure dans le temps. Et pour ça, il va falloir s'entourer des bons outils, continuer à bien les utiliser, documenter, etc. Donc on est plus sur une phase de maturation de la donnée. Une fois que cette étape-là sera faite, je pense qu'il y aura un gros travail à faire autour de l'expérience utilisateur. C'est ce qu'on appelle la CDP. Il y a quelques années, il y avait des travaux qui ont été faits autour d'une Customer Data Platform qui tournait autour de Customer Insight de Microsoft, mais c'était beaucoup trop tôt. Les outils n'étaient pas en place, les process non plus. Mais je pense que dans les prochains mois, voire les prochaines années, il va être très important de se concentrer encore plus là-dessus, car aujourd'hui, on a une vision 360 de l'utilisateur, mais d'un point de vue data, mais elle n'est pas forcément complètement visible par l'intégralité du métier ou même de la direction. Il faut construire quelque chose qui soit plus important pour réussir à unifier et donner un sens à cette data qu'on a consolidée. Écoute, Jesse, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est un livre de Yuval Harari qui s'appelle A Brief History of Humankind. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce que je trouve qu'il explique très bien la façon dont le côté sociologique humain a évolué au fil des années et comment des fois on peut aussi se méprendre par rapport à certaines choses. Le côté très communautaire, du coup, qu'on retrouve dans la technologie, mais qu'on retrouve un peu partout, qui est hyper important et hyper présent, me fait dire qu'au final, peu importe les technologies, peu importe les outils qu'on utilise, il n'y a pas une bonne technologie, ni un bon outil, mais il y a plutôt un ensemble de choses qui répondent à 2 besoins. Et donc ce livre m'a beaucoup marqué dans ma façon de prendre du recul par rapport à la technologie, à une période où j'étais un peu focus Sur la tech. sur la tech, exactement. Ah, ok, c'est marrant, je l'ai lu, j'ai adoré aussi, mais c'est marrant, je l'avais pas forcément perçu comme ça, donc ça arrive que tu recommandes pour des profils, par exemple, enfin, en tout cas de ton expérience très technique, qui pourraient réussir à plus facilement prendre de la hauteur sur les enjeux plus humains. Bien sûr. Top, parfait. Et qu'est-ce que tu aimes dans la data? Ce que j'aime dans la data, c'est le fait qu'elle arrive à réconcilier des métiers. Le métier technique et le métier fonctionnel. Là où auparavant, la data, même le technique, même le dev, était mis de côté, était mal compris, un peu stigmatisé par rapport à certains métiers, je trouve que la data arrive à apporter cette technicité tout en donnant un sens fonctionnel à des choses techniques. Et c'est là où on arrive à faire communiquer des data analystes avec des product owners, des product managers. Et je trouve que c'est assez magique puisqu'on arrive à construire des choses assez puissantes. Et c'est là que c'est assez intéressant. J'ai le souvenir de chez Airbus où la data, c'était une quantité de données astronomique qui était récoltée sur un vol d'hélicoptère. Et derrière, l'idée était de réussir à mettre dans une même pièce les personnes qui récoltaient la donnée et les personnes qui exploitaient cette donnée-là. Et on arrivait vite à beaucoup de réunions. Et l'idée, et ce qui était fascinant derrière, c'était comment justement cette donnée, plus d'un téra de données générées à la seconde, comment on pouvait lui donner un sens. Et je trouve ça fascinant, ce côté métier et ce côté technique associé. Excellent. Écoute, Jesse, on va finir là-dessus. Merci beaucoup d'être venu nous partager ton expérience et nous raconter un peu ce que c'est finalement la data dans un club de foot comme l'OM. Dites-nous aussi dans l'audience ce que vous avez pensé cet épisode, premier épisode avec un club de foot. Donc voilà, mettez-nous un petit commentaire et profitez-en pour vous abonner. Dites-nous aussi si vous voulez que Jesse me présente un peu tous ses potes qui travaillent dans les différents clubs de foot pour qu'on aille valider quel est leur différent niveau de maturité data. Je plaisante. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Jesse. Merci à toi. Petite news, on a lancé avec un ancien de Criteo un collectif de top freelance data issus des plus belles boîtes pour délivrer des projets data. Si vous souhaitez travailler avec les meilleurs freelances, contactez-nous. Je vous mets le lien vers le site en description.